Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique Écofémina sur Radio Anthropocène. Aujourd'hui, on change de format, une table ronde, un format qui nous tenait à cœur parce que les sujets qu'on va aborder méritent plusieurs regards, plusieurs vécus, plusieurs géographies. On va parler d'écoféminisme décolonial. Et pour ça, j'ai la chance d'être accompagnée de Joanie Besandry. Tu es née et as grandi à Madagascar jusqu'à tes 18 ans. Tu es installée en France depuis maintenant 10 ans. Aujourd'hui, tu es photographe indépendante, enseignante sur les sujets d'interculturalité et de voyage décolonial. Tu travailles aussi chez Equipop autour de la solidarité internationale et féministe sur les questions de droits de santé sexuelle et reproductive. Et tu vas nous parler de Madagascar, sur le travail de Malcolm Ferdinand sur l'écologie décoloniale et de ce que ça veut dire concrètement se réapproprier sa culture, son territoire et son corps. José Moudilou. Bonjour. Toi, tu es enseignante, tu étais candidate LFI aux dernières élections métropolitaines lyonnaises et tu es très engagée autour de l'écologie populaire. Tu fais partie d'un collectif de femmes afro-descendantes et tu vas nous parler de comment tout ce qu'on appelle pensée coloniale se traduit encore aujourd'hui, ici, en France et notamment dans les quartiers populaires. Joanie, José, bienvenue. Merci encore d'être là. Merci à vous. Merci. On entend encore parler de pensée décoloniale ces dernières années. On entend beaucoup parler de pensée décoloniale ces dernières années. La pensée décoloniale est née dans les années 60-70 en Amérique latine. C'est une critique radicale de l'universalisme européen. Cette idée imposée par les puissances coloniales que l'Europe ou l'Occident serait le centre du monde, le seul endroit où on pense, où il y a de l'histoire, de la culture et du progrès. Ce qui a servi à justifier des siècles de conquêtes, d'effacement culturel et de pillage. Des terres, des ressources, mais aussi des savoirs et des corps. Et pourtant, ironie cruelle, les musées occidentaux se remplissent de trésors artistiques et culturels arrachés à l'Afrique, à l'Asie, à l'Océanie, aux Amériques. On a pris l'histoire des personnes colonisées tout en leur disant qu'ils n'en avaient pas. Joanie, comment tu définirais la pensée décoloniale à quelqu'un qui entend ce mot pour la première fois, sans les termes universitaires peut-être, avec l'axe d'écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand? Merci Héloïse pour ta question. Alors pour moi, la pensée décoloniale, c'est une manière très simple de changer de regard. C'est vraiment se rendre compte que ce que l'on considère comme normal, universel, évident, ça vient en réalité d'un point de vue qui est européocentré, qui vient de l'Europe. Voilà. C'est comprendre que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, nos façons de penser, de produire, de consommer, c'est construit à partir de l'histoire coloniale. De plus, cette pensée, elle consiste à dire qu'il existe d'autres savoirs, d'autres rapports à la nature, au corps, au collectif. Et l'important, c'est de s'interroger et de se demander à chaque fois comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voilà ce que je dirais. C'est vraiment une invitation à désapprendre certaines choses et à redonner de la valeur à des cultures, des pratiques, des visions qui ont été invisibilisées et méprisées. Maintenant, si on prend l'axe de l'écologie décoloniale avec Malcolm Ferdinand, déjà pour rappel, qui c'est un politiste, philosophe, ingénieur en environnement et chercheur au CNRS, il est d'ailleurs martiniquais. Il décide de publier en 2019 son livre Écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen. Et dans son ouvrage, Malcolm Ferdinand parle d'une double fracture dans les mouvements qui ont critiqué la modernité au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il y a une fracture entre le mouvement écologiste et les mouvements de pensée post-coloniaux, décoloniaux. Et en effet, ces deux mouvements-là ne sont jamais rencontrés et n'ont pas fait de point de convergence de lutte. Et selon Malcolm Ferdinand, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'écologie sans parler de colonialisme. Parce que la crise écologique, elle ne sort pas de nulle part. Elle est liée à une manière d'exploiter la terre comme une ressource sans limite. Et cette logique-là, c'est la même qui a été appliquée aux territoires colonisés. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre, on extrait, on exploite, mais on ne considère pas les vies qui sont liées. Donc c'est pour ça que pour Malcolm Ferdinand, protéger la planète sans parler des injustices coloniales, ça n'a pas de sens. Et c'est drôle d'ailleurs, dans son livre, il émet une critique sur le terme anthropocène, qui est le nom de cette radio, qui pour rappel est un concept qui a été mis en place par des géologistes, et ça désigne une nouvelle époque de l'histoire de la Terre où ce sont les activités humaines
qui sont vraiment les principales forces de destruction de la planète. Et ce terme a été critiqué par des anthropologues aussi, parce que c'est un concept qui homogénéise et qui masque les différentes inégalités, injustices et rapports de pouvoir qui sont constitutifs de la destruction de la Terre. C'est-à-dire que, par exemple, ce ne sont pas les Malgaches qui sont issus des milieux ruraux qui sont responsables du réchauffement climatique, ni les personnes dans les favelas au Brésil. Et en alternative à ce terme, on a des anthropologues comme Andreas Malm qui ont proposé des termes comme capitalocène. Bon, là, la définition, elle est un peu technique. En fait, on considère que c'est la production de valeur d'échange, la maximisation des profits qui sont vraiment les responsables de la surexploitation des ressources et non l'homme, comme on l'entend dans le terme anthropocène. Dans son livre d'ailleurs, Malcolm Ferdinand propose le terme négrocène, voilà une autre proposition pour donner la place à la traite négrière transatlantique. Le but, c'est vraiment de donner la place aux Africains qui ont été réduits en esclavage dans la conception de la modernité. Mais voilà, je tiens à préciser quand même que Malcolm Ferdinand est pour la proposition d'une pluralité de termes dans le but d'exprimer les différentes dimensions que nous vivons aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est vraiment un exemple de pensée décoloniale. Voilà, en résumé, la pensée décoloniale, c'est donc ça, c'est remettre de l'histoire là où on nous parle de neutralité et redonner de la place aux voix et aux savoirs qui ont été marginalisés. Merci Joanie pour ce que tu dis, c'est super intéressant. Il y a une autre personne, une chercheuse française qui va aussi analyser la pensée décoloniale. C'est Françoise Vergès qui nous montre comment le colonialisme n'est pas une page tournée de l'histoire, mais une architecture qui structure encore nos rapports économiques, politiques et nos imaginaires, même encore aujourd'hui. Mais il y a aussi quelque chose d'essentiel pour comprendre ce qu'est l'écoféminisme décolonial, c'est le traitement des corps, et notamment celui des femmes. Joanie, ce lien entre la colonisation des terres et la colonisation des corps, tu le retrouves dans ce que tu observes à Madagascar ? Oui, complètement. Et à Madagascar, comme beaucoup de territoires qui sont anciennement colonisés, ce lien entre colonisation des terres et colonisation des corps a été très marqué. Tout au long de la présence coloniale à Madagascar, les femmes malgaches ont été en première ligne des persécutions, en particulier lors de la célèbre insurrection du 29 mars 1947, où la répression a été extrêmement violente. On a donc à cette période-là une révolte contre la domination coloniale française qui a fait entre 30 000 et 100 000 morts selon les différentes estimations. Et dans ce contexte, les violences ne sont pas seulement militaires, elles sont aussi profondément corporelles. Il y a eu des violences sexuelles et de la prédation sexuelle envers les femmes. Il y a aussi des techniques encore plus traumatisantes faites par les colons français avec ce qu'on appelle les vols de la mort. En fait, des prisonniers et prisonnières malgaches vivants étaient jetés depuis des avions pour terroriser et effrayer les populations. Donc on voit bien que les corps deviennent des instruments de pouvoir. On a des corps qu'on punit, des corps qu'on expose, des corps qu'on utilise pour imposer la domination. Mais cette violence ne passe pas seulement par les actes, elle passe aussi par les regards. Et en tant que photographe, j'ai été aussi choquée à certains moments par la photographie coloniale. Aujourd'hui encore, on peut consulter des archives sur la plateforme imagesdefense.gouv.fr. C'est vraiment un site qui rassemble des images produites par les armées françaises depuis 1915, y compris dans les anciennes colonies. Et dans les archives liées à Madagascar, on trouve des photographies de femmes malgaches souvent dénudées, prises dans des conditions qui interrogent fortement le consentement. Et sur ces photographies-là, je voyais souvent des visages assez tristes. Du coup, on comprend que vraiment, cet acte-là, ça relève d'un regard colonial, exotisant. Et bien sûr, d'autres femmes d'anciennes colonies dans d'autres pays ont aussi été exposées, bien sûr, sur ce site. Donc là, on voit que le corps devient un objet, mais un objet de regard, un objet de mise en scène, presque au même titre que la terre, qui est un objet d'exploitation pour les colons. Et enfin, à Madagascar, je vais terminer sur ce point-là, cette domination, elle est aussi inscrite dans le droit malgache de manière très durable. Pour rappel, le droit malgache est hérité du code pénal français de 1810. Et en 1898, il y a un gouverneur du nom de Joseph Gallieni qui est basé à Madagascar qui décide de criminaliser l'avortement dans une logique bien sûr de contrôle démographique. Et en 1920, la loi interdit la contraception et l'avortement dans une logique de morale coloniale et chrétienne vraiment, du corps des femmes malgaches. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, cet héritage est toujours là. Et l'article 317 du Code pénal malgache dit que l'avortement reste interdit dans tous les cas, c'est-à-dire y compris en cas de viol incestueux ou de danger pour la santé des femmes malgaches.
elle risque jusqu'à 6 mois à 2 ans de prison, ou pour les médecins jusqu'à 5 ans de prison et une amende qui peut aller de 80 à 2500 euros ou plus en cas de récidive. Donc là, on voit une continuité très claire des violences physiques, des violences symboliques à travers les images et des violences juridiques qui encadrent encore les corps. Du coup, voilà, pour moi, c'est exactement ça, le lien entre colonisation des terres et colonisation des corps. Il y a vraiment cette logique d'exploitation, de contrôle qui traverse à la fois les territoires, le corps et les imaginaires. Merci Joanie. Donc ce que tu montres, c'est donc que cette histoire coloniale elle est encore très concrète, donc elle s'inscrit dans les lois, dans les images, dans les corps. Et justement, toi, tu travailles aussi beaucoup sur les questions d'interculturalité, sur la manière dont ces héritages continuent d'influencer nos façons de voir et de vivre le monde. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça représente ? Alors pour moi, l'interculturalité, ce n'est pas simplement la rencontre entre des cultures. Il y a aussi une logique de respect et de préservation des différences culturelles. Mais c'est une démarche à l'interculturalité qui consiste à prendre conscience que notre regard n'est jamais neutre. Comme on l'a dit au début, il est situé historiquement, socialement et profondément marqué par des rapports de pouvoir, notamment avec l'héritage colonial. Donc entrer dans une posture culturelle, déjà c'est faire un pas de côté. C'est accepter de questionner ce qu'on considère comme évident. Par exemple, notre manière de communiquer, de nous habiller, de nous comporter. Vraiment, ce ne sont pas des manières universelles. Elles sont le fruit d'un contexte, le produit d'un contexte. Et il y a toujours un risque aussi. Le but, c'est de ne pas tomber dans un ethnocentrisme et de projeter ses propres normes parfois sur l'autre. Et dans les cours que je donne sur l'interculturalité, et plus spécifiquement sur l'interculturalité dans les voyages, j'insiste beaucoup sur la posture, c'est-à-dire travailler sa posture en étant dans l'écoute, dans l'observation, dans une forme d'humilité, et aussi faire attention aux mots qu'on utilise parce que les mots ont un poids, les mots ont une signification. Éviter d'utiliser des termes colonialisme qu'on entend comme amérindien ou indien d'Amérique, ou des phrases comme « est-ce que tu peux parler africain ? Est-ce que tu peux faire l'accent africain ?» alors qu'on a quand même 54 pays et 2000 langues. Voilà. Éviter les généralisations. Tout ça, ce sont des manières de sortir de ce regard dominant. Et ça se joue aussi dans des gestes très concrets. On parlait tout à l'heure de photographie. Et en tant que photographe, je suis très attentive à ça quand je voyage. Parce qu'en fait, il peut y avoir une forme de banalisation quand on voyage sur le fait de photographier des personnes qui ne sont parfois pas consentantes. Parce qu'on se dit que certains corps sont peut-être photographiables. Et ça, c'est une continuité de l'histoire coloniale. Et donc aujourd'hui, avoir une posture interculturelle, c'est aussi s'interroger dans quelle relation je me situe quand je prends une image. Je pourrais d'ailleurs en parler un peu plus en détail dans notre table ronde sur l'écoféminisme ce dimanche à la Maison de l'Environnement. Voilà. Au fond, la pensée décoloniale et écoféministe a vraiment cette nécessité du coup de repenser nos relations à travers l'outil aussi de l'interculturalité pour que nos rapports soient plus réciproques, plus respectueux et plus conscients. Merci beaucoup pour cet apport et cet éclairage. Et aujourd'hui, à Madagascar, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as vu ou documenté comme forme de réappropriation des femmes qui reprennent leur territoire, leur culture, leurs pratiques ? Alors oui, pour moi, une des formes les plus importantes aujourd'hui de réappropriation à Madagascar, ça passe par la culture et par les récits et par la manière de raconter l'histoire autrement. Alors pendant longtemps, l'histoire coloniale a été racontée depuis un point de vue extérieur, souvent masculin, et elle a invisibilisé une grande partie des expériences vécues, notamment celles des femmes. On a eu à Madagascar des grandes figures d'écrivaines qui ont porté ces récits comme Richelle Rakoutson ou Esther Nérine dans les années 60 et 70, mais aujourd'hui, on assiste à une nouvelle génération d'autrices et de chercheuses qui cherchent justement à réouvrir ces récits. Je pense par exemple au roman Feu, fièvre et forêt qui a été publié en 2023 par Marie Ranzanour. C'est un roman de fiction, mais avec une vraie dimension féministe. Et ça vient revisibiliser les femmes pendant la période très sombre de l'insurrection de 1947 dont on parlait. Elle parle d'ailleurs dans son livre d'un personnage important qui s'appelle Telnoul, qui est une grande oubliée de l'histoire coloniale de Madagascar. C'est un personnage mystique
âgée de 26-27 ans qui vit dans les milieux ruraux dans l'est de Madagascar. Elle aurait un sein à gauche et 2 seins à droite, d'où le nom Telnoul qui veut dire 3 seins. Et elle avait le pouvoir d'endormir ses ennemis à son passage. Du coup, cette femme a été vraiment une vraie figure de lutte contre les colons français et l'administration de l'époque atteste de sa réalité dans plusieurs écrits. Dans un contexte un peu plus événementiel, depuis 2014, on a la chance à la capitale Antananarive d'avoir la création d'un festival qui s'appelle VAV. Et c'est vraiment un festival qui est dédié à mettre en lumière vraiment toutes les femmes qui ont été oubliées de l'histoire malgache et qui ont façonné la société aujourd'hui. Donc on comprend là que la réappropriation, elle passe par relire les archives, réécrire les récits et redonner une visibilité aux figures féminines qui ont été oubliées. Et à côté de ça, il y a aussi des formes de réappropriation qui sont un peu plus politiques sur les questions du droit à l'avortement dont on parlait tout à l'heure. On a finalement, heureusement, l'association Nifnyakang qui est engagée en ce moment pour la dépénalisation de l'avortement à Madagascar. On a eu des propositions de loi en 2021 par la députée Amassi Goulamali pour une proposition sur l'interruption thérapeutique de grossesse, c'est-à-dire autoriser l'avortement en cas de viol et en cas de danger pour la santé de la mère. Mais aujourd'hui, malheureusement, la lutte est encore en cours et cela n'a pas abouti à cause aussi des puissances religieuses dans le pays. On a enfin aussi des figures écoféministes très engagées à Madagascar, des militantes climatiques, des entrepreneuses sociales comme Marini Christina Koul qui est engagée depuis maintenant 20 ans sur la question. Elle apporte un travail de plaidoyer à l'échelle internationale et elle met en lumière vraiment les impacts de la crise climatique sur les femmes malgaches et en particulier lors des conférences comme la COP. Donc voilà, on voit quelque chose de très clair, on voit la réécriture de l'histoire par la littérature ou l'engagement militant aujourd'hui et en fond c'est ça la réappropriation. Merci beaucoup Joanie. C'est hyper intéressant d'avoir tous ces visages, tous ces noms, toutes ces histoires aussi de femmes inspirantes et personnes qui se réapproprient leur corps aussi à travers le monde en fait, et que pas juste en Occident, et que vraiment l'écoféminisme c'est partout. Cette idée donc de réappropriation, elle est au cœur de l'écoféminisme décolonial, et ça m'amène à un autre sujet brûlant, celui du post-colonialisme. On exploite encore des terres et des ressources des pays du Sud pour remplir nos supermarchés, au bénéfice de leurs minerais pour nos batteries de voitures et nos téléphones, et ce sont ces mêmes populations qui sont en première ligne pour les catastrophes climatiques. Pourtant, elles sont refoulées aux frontières de l'Europe et en Occident. C'est ça aussi le colonialisme contemporain. Joanie, tu dois nous quitter. Merci infiniment d'avoir été là. Ton regard sur Madagascar, sur l'écologie décoloniale et tout ce que tu as apporté aujourd'hui était hyper intéressant. Merci beaucoup. On se retrouve dimanche pour le Festival du voyage engagé. Oui, à dimanche. Merci beaucoup. Merci. Ce voyage qu'on vient de faire du corps colonisé au territoire pillé, du Sud global à l'histoire de l'esclavage, il me permet d'introduire une partie plus proche de nous géographiquement. Parce que le colonialisme, ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe ailleurs, il se passe ici en France, dans les quartiers populaires. José, c'est là que tu entres en scène. Il y a un terme qu'on utilise de plus en plus et qui mérite qu'on définisse clairement, le racisme environnemental. C'est l'idée que ce ne sont pas les mêmes populations qui subissent les conséquences de la crise climatique et de la pollution. Et que cette inégalité n'est pas un accident, elle est le produit de choix politiques, urbanistes et économiques. José, dans les quartiers populaires que tu côtoies à Lyon et ailleurs, comment ça se traduit au quotidien ? Alors, merci de m'avoir invitée. Moi, je voudrais revenir sur la définition du mot racisme environnemental. Donc, le racisme, c'est cette hiérarchie, cette hiérarchisation d'un groupe par rapport à un autre. Et certains groupes sont définis comme supérieurs et d'autres comme étant inférieurs. Et je voulais revenir sur le mot environnemental, parce que l'environnement, ce n'est pas simplement les espaces verts, c'est tout ce quoi avec on interagit. Donc, que ce soit le logement, l'air, l'eau, les transports, que sais-je. Et donc, le racisme environnemental, c'est le fait donc, je vais donner une définition assez simple. C'est le fait de moins bien s'occuper de l'environnement des personnes racisées. Donc, je sais que ce terme peut faire débat, mais je pense que c'est en tout cas le seul terme que je peux utiliser là maintenant. Si quelqu'un en a un meilleur, qu'il le dise. Et donc, pour expliquer tout ça, simplement, je vais prendre l'exemple des QPV, donc les quartiers populaires, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce sont des quartiers où on retrouve beaucoup de précarité économique
et une forte population immigrée, voire racisée. Et parmi ces gens précaires, bien sûr, les femmes sont les plus précaires parce qu'elles ont souvent des emplois à temps partiel, etc. Enfin, toutes les problématiques que l'on connaît. Donc, je reviens donc sur cet exemple des quartiers populaires, des QPV, par rapport à la pollution de l'air. En général, les QPV, c'est pas en général, elles sont en périphérie de la ville centrale. Elles sont mises à l'écart déjà. Et qu'est-ce que l'on va retrouver aussi à l'écart du centre ? Ce sont les usines polluantes. Donc ici, dans la région lyonnaise, c'est le cas de la vallée de la Chimie qui se trouve au sud de Lyon. Et qu'est-ce qu'on retrouve au sud de Lyon ? De nombreuses QPV, Saint-Fond, Vénissieux. Et donc, il y a toujours cette corrélation entre le fait de mettre des QPV à l'extérieur et aussi de ne pas se soucier de l'air qu'elles vont respirer. Parce qu'à l'opposé de la vallée de la Chimie, qu'est-ce que l'on retrouve ? On retrouve les Monts d'Or, avec 0 QPV, qui sont très loin, très éloignés. On a pris soin de les éloigner de la pollution de l'air. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pollution au Mont d'Or. Je dis juste que dans les décisions politiques qui ont été prises, il a été décidé que les QPV seraient très proches des usines polluantes. Voilà. Et donc, ça, ce sont des choix que l'on peut questionner. Pourquoi on ne s'est pas dit, on va installer les usines polluantes au Mont d'Or. Pourquoi on ne va pas mettre une usine polluante à Lyon 1er ? Ça paraît tellement aberrant en le disant parce que en fait, ce sont des endroits que l'on va privilégier, des endroits où on se dit non, ce sont des beaux endroits, on ne va quand même pas mettre des usines au Mont d'Or ou à Lyon 1er. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de pollution de l'air. Je peux donner aussi un exemple de l'habitat. Les bâtis dans les QPV sont très vieux, sont des vieux bâtis qui datent des années 68 ou des années 80. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les études qui ont été faites justement qui engendrent des rénovations de ces bâtis, qui sont de véritables bouilloires ou passoires thermiques. Et on va retrouver dans ces bâtis de nombreuses problématiques, que ce soit des problèmes d'ascenseur, des problèmes d'infiltration d'eau, des problèmes d'accès à l'eau chaude. Alors que dans d'autres territoires, les bâtis peuvent être aussi très vieux, mais ils vont être bien entretenus, si bien qu'on ne va pas retrouver les mêmes problématiques. Moi, quand je suis sur le terrain, que ce soit à Vaux-en-Velin ou à Saint-Jean, les problématiques d'ascenseur, les problématiques de l'eau, c'est des choses qui reviennent très, très, très souvent. Des ascenseurs qui sont bloqués pendant 2 mois parce qu'on attend une pièce. Bon, ça me paraît quand même beaucoup de laisser des gens pendant 2 mois sans ascenseur. Des gens qui peuvent avoir d'autres problématiques, des problématiques de santé. Donc on peut se questionner sur la manière dont on va traiter les personnes des quartiers populaires. Et puis, dernier point, un point très important, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que, selon une étude de l'association VRAC, 66% des personnes interrogées dans les quartiers populaires disent ne pas avoir accès à la nourriture souhaitée. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est lié à la situation économique, financière, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas forcément de commerce de proximité. Et quand il y a des commerces de proximité, ce sont souvent des fast-foods. Alors, il n'y a rien de mal à avoir des fast-foods, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qui est proposé aussi. Donc, l'alimentation, c'est quelque chose d'important. Je sais que nous, on proposait une sécurité sociale de l'alimentation, que les gens puissent financièrement se procurer des denrées de bonne qualité, parce que bien manger, c'est aussi important que l'air que l'on respire. Et donc, on voit bien que dans ces QPV, plusieurs plans sont mis en place pour rénover surtout le bâti. On parle surtout du bâti, mais toutes les autres choses, pollution de l'air, alimentation, c'est complètement mis de côté.
Et même au niveau du bâti, quand on parle aux habitants, on voit bien qu'il y a encore de grosses problématiques. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut parler de racisme environnemental, parce que là où il y aura une forte population racisée, liée aussi en lien avec la précarité économique, on va retrouver toutes sortes de problématiques. Et on ne va pas dire qu'il n'y a pas de pollution là où vivent les bourgeois, là où vivent les riches. Ce que je suis en train de dire, c'est que les décisions politiques pour régler les problèmes environnementaux posent question quand il s'agit des quartiers populaires, parce qu'on va les mettre dans des situations, on va favoriser des situations où on va les mettre face à la pollution et pas des situations qui vont régler les problèmes de pollution. Voilà. Merci. Et souvent, ces quartiers aussi sont... c'est ce que tu disais, il y a très peu de commerce et il n'y a pas forcément de choses à proposer. On ne va pas avoir un Biocoop. Évidemment, la Biocoop, ce n'est pas du tout les cibles, mais du coup, il n'y a pas de commerce ou de proximité qui sont vraiment adaptés aussi aux besoins quotidiens pour l'alimentation saine. Et les personnes n'ont pas forcément les moyens et il n'y a pas de pensée urbaniste et politique aussi pour leur permettre d'avoir ça ou d'avoir des espaces pour se réunir et tout ça aussi. C'est une critique qu'il y a, quoi. Oui, je dirais déjà que si on ne leur propose pas, on pourrait très bien dire il y a un Biocoop et peut-être que les gens, justement, ils seraient amenés à s'alimenter, à aller chercher leurs denrées alimentaires dans des magasins, dans des lieux avec une nourriture beaucoup plus saine, mais on leur propose même pas. Donc et ça, ce sont des choix politiques. Pourquoi dans certaines villes, dans certains territoires, on va proposer ce type d'alimentation et dans d'autres, on considère que non. Alors, ça pose souci parce que ce sont les gens ont besoin de manger sainement. Alors, il n'y a pas un seul type de population qui a besoin de manger sainement. Donc, on se pose des questions sur les choix politiques. Merci pour tout cet éclairage et vraiment cet éclairage à 360 qui explique vraiment aussi toute l'interconnexion et des causes. Ce que tu décris sur l'urbanisme, donc ces quartiers ultra bétonnés et pollués, des chercheurs en urbanisme ont montré comment ces plans d'aménagement ont été pensés souvent consciemment pour concentrer les populations issues de l'immigration dans des espaces dégradés, loin des centres-villes et mal desservis. Et là-dedans, le temps joue un rôle énorme. Ces populations passent des heures dans les transports, ce sont des heures en moins pour leur famille, pour leur repos ou pour prendre soin de soi. Il y a un exemple concret aussi qui illustre parfaitement cette contradiction entre bonnes intentions écologiques et injustice sociale, la ZFE, la zone à faible émission. Elle a été supprimée très récemment, mais à Lyon, donc, cette mesure impose que les voitures doivent correspondre à certains critères anti-pollution. En théorie, c'est une bonne idée pour l'air et le climat, mais dans les faits, tu peux nous expliquer pourquoi c'est problématique pour les gens des quartiers ? Alors la ZFE, nous on a beaucoup lutté par rapport justement à cette ZFE. Déjà, premièrement, sur les critères. Sur les critères des véhicules qui pouvaient circuler dans cette zone de faible émission. On a des gros SUV, grosses voitures américaines, je dis entre guillemets pour que les gens voient de quoi on parle, qui sont classées critère 0, critère 1. Et on se demande bien pourquoi, parce qu'elles consomment énormément, elles prennent beaucoup de place. Et puis, dans les critères 3, 4, 5, ceux qui ne pouvaient plus circuler dans la zone de faible émission, on va retrouver ces voitures pas chères, ces vieilles voitures, qui sont utilisées par les personnes les plus modestes, les personnes des quartiers populaires. Alors, le véritable problème, comme tu l'as dit, qu'il y ait des mesures pour lutter contre la pollution de l'air, c'est tout à fait juste et c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut penser. Mais encore une fois, on va parler des décisions politiques. Lorsque, d'un coup, d'un seul, on décide d'interdire la circulation de certaines voitures, c'est bien beau. Mais les personnes les plus modestes se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent plus vendre leur voiture. Vu que leurs voitures sont critères 3, 4, 5, personne ne va racheter une voiture avec laquelle il ne peut plus circuler dans les zones de faibles émissions, les ZFE.
donc elles ne peuvent plus les revendre, et donc puisqu'elles ne peuvent plus revendre leur voiture, elles ne peuvent plus non plus en acheter, parce que rares sont les gens qui ont la possibilité de sortir des milliers d'euros pour acheter une voiture sans s'être préalablement débarrassés de l'ancienne. Donc, ils se retrouvent coincés avec une voiture qui ne peut pas circuler, alors qu'ils ont besoin de cette voiture, parce que beaucoup, dans les quartiers populaires, ont des horaires décalés, parce qu'aujourd'hui, les transports sont payants et n'atteignent pas forcément toutes les zones industrielles dans lesquelles vont travailler les personnes des quartiers populaires. Donc là, c'est typiquement un exemple où c'est de l'écologie pour les riches. Les riches ont le droit de circuler. Ils pourront, eux, se racheter une voiture critère 1, critère 0, critère 2. Et alors que les personnes les plus précaires, de fait, elles sont interdites de circuler dans certaines zones. Donc là, c'est vraiment c'est une inégalité. Parce que, encore une fois, ce sont les personnes les plus précaires qui vont en payer le prix. Surtout qu'il n'y avait pas de compensation politique. On aurait pu dire, de l'autre côté, on fait des transports gratuits, des transports plus fréquents. Essayer de trouver des adaptations. Alors, il y avait quelques dérogations, mais elles n'étaient pas suffisantes. Et donc, là, on se retrouve dans une discrimination de classe. Alors, comme tu l'as dit, l'Assemblée nationale a mis fin à cette ZFE. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas la ZFE qui pose problème en soi, c'est le non-accompagnement économique ou l'accompagnement de circulation pour les personnes les plus précaires. Donc, il faudrait qu'ils nous expliquent ces personnes qui décident de la ZFE, concrètement, comment fait quelqu'un de précaire pour circuler si on lui met un frein. C'est le cas de le dire. Donc ça, c'est typiquement du racisme environnemental. Ça paraît pas comme ça, mais ça fait partie des choses où c'est encore les personnes les plus précaires qui sont discriminées. Voilà. Merci pour cet apport. C'est ce qu'on appelle du coup, donc là, parfois l'écologie déconnectée, donc des mesures pensées par et pour une classe moyenne ou riche qui a les moyens de s'adapter, sans se demander comment vont faire celles et ceux qui conduisent leur vieille voiture pour aller faire des ménages à 5h du matin, par exemple. Et ça touche encore plus les femmes, et puis qui sont souvent des femmes de ménage ou des aides à domicile ou des emplois majoritairement féminins avec des horaires décalés, incompatibles avec les transports en commun. La ZFE devient alors une peine supplémentaire pour ces personnes. Mais arrêtons de parler des problèmes. Et il se passe des choses dans ces quartiers, des mobilisations, des femmes qui reprennent la main. Tu peux nous parler de ce que vous faites avec ton collectif et les mouvements d'écologie populaire que tu connais ? Alors, moi, je voulais vraiment revenir sur des exemples locaux. Il y a beaucoup d'exemples en France et aussi à l'international. Moi, je voulais revenir sur une association qui se développe aussi, qui tend à se développer aussi au niveau lyonnais. C'est le Front de Mer. On a dit que justement tout ce qui est environnemental, c'est tout ce que j'ai du mal à faire ma phrase. Alors c'est tout ce dont je vais pas y arriver. Bon, on interagit avec beaucoup de choses. Voilà, désolée, je pense que j'ai plus l'habitude de la radio. On interagit avec beaucoup de choses. On a parlé des transports, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'air. Et donc, le Front de Mer va agir au niveau de l'éducation. Il y a aussi des discriminations, il y a aussi des choses que les enfants, malheureusement, peuvent vivre en termes de discrimination par rapport à l'éducation, par rapport à l'école. Et donc, le Front de Mer, c'est un syndicat de parents dans lequel on va retrouver de nombreuses femmes qui vont lutter contre les discriminations que peuvent rencontrer les enfants issus de milieux précaires et les enfants racisés n'ayant pas peur des mots. Voilà, donc ça c'était une association que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps,
Pour moi, c'était une association parisienne, mais elle a aussi quelques branches, quelques liens avec la région lyonnaise. Et on a aussi le collectif des femmes à la rue à Lyon. Et là, c'est plus une lutte par rapport à l'habitat. Ça doit faire environ 2 ans qu'elles luttent parce qu'elles sont à la rue. Elles sont mises à la rue et elles sont justement à l'intersectionnalité de nombreux problèmes. Le fait d'être racisées, le fait d'être précaires. Et elles luttent depuis longtemps et elles sont ballottées comme ça de squat en squat. Et pour l'instant, il n'y a pas de réelle solution. Moi, je sais que j'ai participé à de nombreuses manifestations, rassemblements. Et tout ce qu'on leur trouve, c'est de temps en temps, on ouvre un squat. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas de solution pérenne. Et c'est bien dommage. Donc moi, je revenais sur ces luttes-là. Merci, José. On a fait un grand voyage aujourd'hui, de Madagascar au quartier populaire de Lyon, de l'histoire de l'esclavage aux ZFE d'aujourd'hui. Et il y a quelque chose de frappant, c'est toujours cette interconnexion entre les luttes. La colonisation des terres du Sud pour produire de la vanille ou du cacao, l'urbanisme qui concentre la pauvreté loin des ressources, dans les 2 cas, les mêmes logiques, extraire, reléguer, rendre invisible. Qu'est-ce qui te connecte, toi, aux luttes du Sud global? Et est-ce qu'il y a des ponts que tu peux tisser dans ton travail et dans tes mouvements, d'ici et ailleurs? Alors, moi, je dirais que chaque Français, Française est concerné par le Sud. Parce que la France a des territoires au Sud. La France a des territoires d'outre-mer. Donc, le Sud, ce n'est pas quelque chose d'irréel. Ça fait partie de notre territoire. Et une des luttes à laquelle j'ai participé personnellement dans les territoires, en France, mais pour les territoires d'outre-mer, c'était le chlordécone. Alors, il y a une actualité très prégnante en ce moment parce que il y a toute la notion de réparation. Aujourd'hui, il y a certains ouvriers agricoles qui ont été en contact avec le chlordécone. Donc, j'explique juste que le chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé dans les plantations jusqu'en 1993 en Guadeloupe, Martinique. Et donc, c'est un pesticide, un énorme polluant qui a des conséquences aujourd'hui d'infertilité, de douleur, de cancer pour ceux qui ont été mis en contact avec ce pesticide. Il faut savoir que bien que l'utilisation de ce pesticide s'est arrêtée en 1993, on le retrouve encore dans le sol. Et donc, les personnes qui actuellement vivent en Guadeloupe et en Martinique sont en contact avec ce pesticide. Malgré tout ça, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de réelle prise en compte. Il y a certains ouvriers qui peinent à être indemnisés. Mais la pollution, elle ne touche pas que les ouvriers agricoles, elle touche quasiment tout le monde. Et récemment, le Sénat a décidé de refuser un texte, justement, de rejeter un texte qui visait à élargir les indemnisations. Donc, c'est vraiment un combat qui est très important et qui est présent. Et j'invite les gens à se mettre dans ce combat parce que c'est vraiment essentiel. Et pour aller au-delà des territoires français, comme je suis d'origine congolaise, je vais prendre 2 secondes pour parler de l'extractivisme du coltan qui crée des conflits armés qui sont dévastateurs pour le pays. Merci beaucoup, José, pour tout ce que tu nous as expliqué et toutes ces luttes du Sud et globales. Merci aussi à Joanie qui était présente au début. Dernières actualités, donc Joanie fait partie d'une association, donc l'association des solidarités internationales Equipop, et qui organise du 19 au 30 mai à Lyon pour clôturer, qui
organise une tournée des solidarités internationales féministes à Lyon pour clôturer le projet des générations féministes. Au programme, il y a une dizaine de rencontres avec plein d'associations féministes, donc 19 au 30 mai. Et si tout cela vous intéresse, vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux d'Equipop dans les prochaines semaines. Et avant de clôturer, je voulais parler de notre prochaine table ronde qui aura lieu le dimanche 19 avril à 16h30 dans le Festival du voyage engagé pour parler d'écoféminisme et voyage décolonial. Il y aura la projection du film Hélas, les gardiennes de l'Amazonie, suivie d'une table ronde avec l'une des co-réalisatrices, Jade Faure, Maude Calves, une reporter avec une vision décoloniale des interviews en voyage, et nous retrouverons plus longuement Joanie sur le voyage décolonial. Aujourd'hui, nous avons accueilli Joanie Besandry et José Moudilou. Ces chroniques étaient animées par Héloïse d'Ecofemina et on se retrouve le mois prochain, le 21 mai à 17h50 pour une nouvelle chronique de Romane. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.